Eh bien, nous sommes heureux de nous retrouver ici dans Studio Kalita pour une émission spéciale, pour un débat spécial à l'occasion du 25e anniversaire des accords d'Oslo, de la signature des accords d'Oslo. Eh bien, nous avons voulu rassembler ici dans ce studio deux avis différents, deux avis divergents concernant justement ce processus d'Oslo, dont on ne peut pas dire qu'il a été particulièrement une réussite. On peut même parler d'échec du processus d'Oslo 25 ans après. Et les questions que l'on va se poser avec nos invités, eh bien, ce sont les causes de cet échec, les conséquences de cet échec dans la réalité israélienne d'aujourd'hui. Et pour en parler, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir Marius Shatner. Marius Shatner, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, journaliste, anciennement journaliste à l'AFP pendant plusieurs décennies, et vous avez été essentiellement écrivain. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur Israël et le Proche-Orient, sur la guerre de Kippour en particulier plus récemment. Et à ma droite, on va dire, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Lussat, maître Pierre Lussat, qui est avocat, juriste et également écrivain. Vous avez traduit, entre autres, la biographie de Zev Jabotinsky. Alors ensemble, messieurs, nous allons essayer de mieux comprendre, de revenir peut-être, de nous projeter 25 ans en arrière, presque en ce début du mois de septembre 1993, où l'on découvre, presque avec beaucoup de stupéfaction, en tout cas pour la plupart des Israéliens qui n'étaient pas au courant, qu'il y a des négociations entre Israël et l'OLP, alors que c'était formellement jusque-là interdit, et que ces négociations sont en train d'aboutir à une sorte d'accord, en tout cas de déclaration de principe qui sera signée le 13 septembre 1993 sur les pelouses de la Maison-Blanche avec Yasser Arafat, Yitzhak Rabin, Shimon Peres, Mahmoud Abbas, et avec cette poignée de main historique entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat sous les auspices du président américain Bill Clinton. La première question, je vais vous la poser, Marius. Qu'est-ce que vous avez, vous, personnellement ressenti à la fois en tant que journaliste, mais aussi en tant qu'Israélien? Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'on vivait des instants historiques? Oui, mais j'avoue qu'en tant que journaliste, j'ai été totalement surpris. Pendant plusieurs semaines, j'avais été à Washington pour des négociations qui traînaient en longueur. Les fameuses négociations qui avaient été instaurées après la conférence de Madrid. Et on s'est rendu compte que ces négociations étaient une couverture et qu'en fait, l'essentiel se passait très loin à Oslo. Mais vous ne le saviez pas vraiment? Absolument pas. Il y a un journaliste de l'AFP qui a eu vent de ça, Charbelot, mais il était le seul. C'était une surprise totale. Une surprise totale. Une très bonne surprise. Pour vous, une très bonne surprise. J'étais ravi. Et pour vous, Pierre? Bien, je dirais évidemment une très mauvaise surprise, mais presque une impression de vivre un cauchemar. De voir que l'inventeur du terrorisme international était devenu tout d'un coup un partenaire de paix, soi-disant. Et bien sûr, je n'y ai jamais cru, comme beaucoup d'Israéliens, mais je me rappelle très bien de cette impression de vivre quelque chose de vivre la dénégation de toutes les valeurs dans lesquelles on avait grandi en tant que juif et en tant que sioniste. Alors vous avez, on voit les avis divergents, et vous pourrez vous-même également échanger des avis et des sentiments, mais on le voit d'emblée, on peut dire ce que les accords d'Oslo, on va dire l'accord de principe qui a été signé en septembre 93, et puis les accords d'Oslo, les premiers accords d'Oslo, ce que l'on appelait à l'époque Gaza-Jéricho d'abord, hein, c'est-à-dire ces premiers accords qui concernaient Gaza-Jéricho, puis les seconds accords d'Oslo qui impliquaient le retrait des forces israéliennes de la plupart des grandes villes des territoires palestiniens. On a le sentiment qu'après quelques semaines d'euphorie, bien cette euphorie s'est quelque peu, on va dire, estompée, en particulier à la suite de la multiplication d'attentats terroristes. Et la raison la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce qu'on a senti à un certain moment que finalement, derrière l'euphorie, derrière l'initiative, derrière les personnalités politiques israéliennes qui portaient ce processus, eh bien, il y avait une crainte de ne pas savoir vers où on allait?
Oui, mais d'abord, de la façon dont vous présentez les choses, c'est déjà un choix. C'est-à-dire que du côté palestinien, l'euphorie est retombée lorsqu'on s'est rendu compte que la colonisation continuait et continuait de plus belle et de façon même extraordinaire. Donc, avant de rentrer dans le débat... Pourquoi par le même gouvernement, c'est-à-dire par le même gouvernement Rabin. Oui. Donc, ça s'est accéléré ensuite par la suite. Donc, dire c'est à cause du terrorisme... Effectivement, le terrorisme du Hamas à l'époque a joué un rôle très important. Mais c'est déjà un choix de dire que c'est la raison pour laquelle ça a pu buter. Oui. Et je dis, il faudrait, je veux dire... Quelle était la logique, à votre avis, à cette époque qui était la logique d'Oslo? Oui. Quelle était la logique qui dominait et pour laquelle des gens comme Rabin, qui étaient peut-être au début peut-être réticents, se sont totalement engagés? Oui, d'abord, il n'y avait pas d'euphorie. Il y a eu un moment, un étonnement heureux de ma part, mais pas d'euphorie, parce que on sentait bien que une grande partie de la population israélienne et certainement de la population palestinienne n'était pas prête. Ne suivait pas. La logique, ça me rappelle une logique un peu qu'on a dans les sciences, c'est-à-dire que lorsque vous avez un problème et que vous n'avez pas à le résoudre, vous allez tenter de créer une situation nouvelle dans laquelle vous pourrez le résoudre. Mmh. C'est-à-dire qu'il était impossible, à ce moment-là, de parvenir à un accord de paix entre Israël et les Palestiniens, basé sur l'idée, d'un partage entre la Palestine et Israël, entre deux pays. C'était impossible compte tenu mille et une raisons. Donc l'idée était, nous allons créer une situation progressivement, c'est pour ça que ça s'appelle un accord provisoire, qui va le permettre. C'est une idée qui était intéressante, sauf qu'elle n'a pas marché comme on s'en rend compte. Pourquoi, à votre avis, elle n'a pas marché? À cause de ces deux raisons. La première raison fondamentale, elle n'a pas marché parce que finalement, je crois que les deux peuples n'étaient pas prêts. C'est-à-dire que c'était un peu un court-circuit. Et d'ailleurs, si vous regardez bien l'image de la poignée de main, on sait que c'est vraiment de très mauvais cœur que Rabin a tendu la main. Je crois qu'il ne voulait même pas la donner. Et du côté palestinien, je me rappelle quand il y a eu, quelques mois plus tard, j'étais à Gaza ou à Ramallah, il ne faut pas oublier qu'il y avait une opposition déjà à l'époque du Hamas très, très, très forte. Il y avait des grèves générales, il y avait la grève générale et puis ensuite il y avait la fête. Il y avait cette ambiguïté. Pourquoi ? Pour deux raisons, je pense, parce qu'effectivement, l'idée, si on voulait que la situation change, il fallait geler la situation sur le terrain, et ça ne s'est pas fait. Je veux dire, il y a eu la poursuite et l'intensification de la colonisation, ce qui coupait l'herbe de la possibilité d'un État palestinien. Il faudrait remarquer que Oslo ne parle pas d'État palestinien. Mais c'était en toile de fond. Et puis le terrorisme. Mais le terrorisme n'est pas uniquement le terrorisme palestinien. Il ne faut pas oublier que 6 mois après Oslo, on a le massacre de Hébron, avec 9 Palestiniens tués. Et puis ensuite, il y aura le meurtre de Rabin. Oui, alors justement, c'est-à-dire le processus d'Oslo a, on va dire, scindé en deux la société israélienne. Quelles étaient, à votre avis, les erreurs de ce processus? Où ce sont les initiateurs, les artisans d'Oslo se sont trompés dans leur volonté de progresser vers un règlement du conflit? Eh bien, je dirais que le processus d'Oslo était vicié à la base parce que c'était finalement l'adoption du narratif palestinien. C'est ce que je viens d'entendre dans la bouche de Marius Schattner. Finalement, les artisans d'Oslo ont voulu imposer au peuple d'Israël le narratif de nos ennemis. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'en est pas vraiment sorti. Alors, on a dit qu'on allait créer un État palestinien, on a dit que le peuple palestinien était représenté par l'OLP, on a dit qu'Arafat était un partenaire de paix. Finalement, on a accepté tous ces mensonges qui après nous ont explosé à la figure. Et finalement, qu'est-ce qu'on a reçu en échange? Rien du tout. Je voudrais citer juste un seul chiffre à propos du terrorisme. C'est le chiffre de 415 victimes israéliennes entre 67 et les accords d'Oslo, c'est-à-dire en plus de 25 ans. Et depuis les accords d'Oslo, 1700 victimes. Donc Oslo non seulement n'a pas mis fin au terrorisme, mais Oslo a décuplé le terrorisme palestinien, qui n'était pas seulement le fait du Hamas, comme a dit M. Schattner, puisque, rappelez-vous, le discours de Johannesburg d'Arafat, juste après la signature des accords, Arafat a continué à aucun moment, il n'a cessé son discours d'incitation à la haine. Et rappelez-vous, le discours permanent d'incitation à la haine. Il y avait le double discours à l'époque d'Arafat, c'était un discours en anglais pour les Occidentaux et un discours en arabe
dira pour son public comme il a été trahi parce que quelqu'un s'était déguisé en fidèle de la mosquée de Johannesburg et avait réussi à enregistrer son discours d'incitation à la haine. Oslo, finalement, je dirais, c'est un petit peu l'illusion mortelle de la paix dans laquelle ont voulu nous entraîner une poignée d'idéologues complètement coupés des réalités de notre région, de notre pays, et qui n'étaient même pas représentatifs de la gauche israélienne. Et finalement, je dirais peut-être une des grandes tragédies politiques d'Oslo, c'est que la gauche israélienne ne s'en est jamais remis jusqu'à aujourd'hui. Effectivement, Rabin a signé à contre-cœur parce que c'était contraire à tous ses principes, à toutes ses valeurs. Est-ce qu'on ne peut pas dire que justement ce dont parlait Marius, c'est-à-dire l'assassinat de Rabin, ça a été quelque part, d'une certaine manière, une sorte de coup de grâce pour une gauche israélienne qui était déjà faiblarde, parce que Oslo a été voté, on va dire, à une très faible majorité, mais c'était quelque part le coup de grâce pour la gauche israélienne a été. Oslo a été vous avez raison de le rappeler. Oslo a été voté non seulement avec une très courte majorité, avec pas de majorité juive et surtout avec une majorité qui était viciée par, je dirais, la corruption de Gonen Segev qui a refait les titres de l'actualité récemment et de Goldfarb, les fameuses Mitsubishi qui d'ailleurs il paraît n'étaient pas des Mitsubishi mais le résultat est le même. Oslo, je dirais, il n'y avait pas de majorité ni dans le peuple, ni à la Knesset, ni même dans le gouvernement. Rabin est resté hostile finalement, il a signé à contre-cœur et je crois que jusqu'à ces derniers jours, il n'a jamais accepté les conceptions chimériques de Shimon Peres. La question que l'on pose souvent à la droite israélienne, c'est on peut dire que les artisans d'Oslo ont au moins eu le mérite d'essayer. Même si oui, mais sauf que la politique, pour reprendre l'image de Marius Shatner, la politique, c'est pas un laboratoire scientifique. On peut pas faire des essais comme ça parce que cet essai nous a coûté très cher, des milliers de morts. Je veux dire, quand on est un gouvernement responsable, on peut pas s'amuser à faire des expériences. On peut aussi réfléchir. Tout ce qui s'est passé après Oslo avait été annoncé noir sur blanc par les opposants à l'époque. Je me rappelle très bien des affiches dans les rues de Jérusalem. Al titnu lahem rovin, ne leur donnez pas de pistolet. Oui. On savait très bien que les armes que Oslo a données aux hommes d'Arafat allaient se retourner contre nous. Je suis complètement en désaccord. Je dois rebondir là-dessus, mais complètement. Aussi cette logique. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup plus d'attentats après Oslo, mais la logique, est-ce que c'est à cause d'Oslo ? Est-ce que c'est à cause d'Oslo ? Moi, je dirais c'est à cause d'une situation qui est très très simple et dont Rabin avait pris conscience après la première intifada. Ça s'appelle l'occupation. Je veux dire, lorsque vous avez une occupation prolongée, Oslo, c'était la fin de l'illusion que finalement les Palestiniens accepteraient cette situation d'occupation éternelle et dans laquelle peu à peu, d'être finalement des citoyens de troisième zone dans un état d'apartheid. Et la raison fondamentale de cette violence, c'est pas Oslo. C'est l'occupation. C'est l'occupation. Mais cet argument, Marius, cet argument, il pouvait être avancé pendant plusieurs années du processus d'Oslo, mais aujourd'hui, par exemple, lorsque l'on voit la situation à Gaza et lorsque l'on voit ce qui s'est passé en 2005 avec le retrait israélien de la bande de Gaza, on se dit, et je pense qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui étaient au début favorables au processus d'Oslo, dites-moi si je me trompe, mais qui ont changé d'opinion après Gaza, qui ont changé d'opinion même après la seconde guerre du Liban en 2006, et qui ont dit le problème, c'est pas seulement un problème d'occupation, puisque nous nous sommes retirés de Gaza et Gaza reste toujours le problème. Le Gaza ne s'est jamais retiré d'Israël concrètement et il reste toujours le même problème. La réponse, c'est que Gaza est une immense prison, je veux dire. C'est-à-dire, vous avez tous les 3 ans ou tous les 2 ans, vous avez une opération des tirs, une opération israélienne. Mais pourquoi finalement, lorsque les Israéliens se sont retirés de Gaza, parce que ça a été un retrait unilatéral qui n'a pas été négocié. Et parce que Israël s'est retiré de Gaza, parce que c'était évident, sauf pour les colons les plus cinglés, dont j'ai eu la tristesse de couvrir le retrait de Gush Katif, les plus, enfin cinglés, c'est méchant comme nom, mais les plus radicaux, c'était impossible de continuer à vivre là-bas. Donc Israël, pour Israël, se retirer de Gaza, c'était pas dans la perspective d'une paix, c'était qu'on se débarrasse de quelque chose. D'ailleurs, je veux dire, même l'extrême droite israélienne aujourd'hui ne réclame pas de recouper Gaza. Je veux pas faire moi le débat avec. Mais lorsque la gauche israélienne dit aujourd'hui, eux ici, nous là-bas.
c'est un peu le même genre d'idée. C'est-à-dire, on comprend qu'il n'y a pas un grand amour, il n'y aura jamais un grand amour entre Israéliens et Palestiniens. Et cette définition cette formule de dire eux ici, eux là-bas et nous ici, eh bien, ça veut dire que par dépit, eh bien, on est obligé de se séparer. C'est pas par amour, c'est pas par paix, par réconciliation entre deux peuples. Mais la question est de savoir si cette séparation est possible. Et entre Oslo et aujourd'hui, et je dirais que c'est pas à cause d'Oslo, mais malgré Oslo, il y a une situation qui fait que cette séparation est beaucoup plus difficile. On a quelque chose comme, sans Jérusalem même, je crois 400 000 colons en Cisjordanie. Pour évacuer 8 000 colons de Gaza, on a vu le drame et les efforts que ça a pris. Donc aujourd'hui, une séparation est encore beaucoup plus complexe. Mais est-ce que c'est à cause d'Oslo ? Le problème, c'est est-ce qu'on doit mettre sur Oslo tous les manquements ? Je vous pose la question, Pierre. Oui, il n'y a pas de colons en Cisjordanie. Il y a des Juifs qui habitent en Judée-Samarie, à Jérusalem. Oui, c'est au-delà d'accord. Quand même, un débat sémantique, d'accord. On est sur une radio juive, on ne peut pas entendre ça. Si, vous pouvez entendre ça. Vous pouvez entendre beaucoup de choses. Non, oui, mais je ne peux pas laisser passer. Pas obligatoirement l'accepter. C'est votre point de vue. D'accord. Mais sur le fond. Et effectivement, c'est l'illusion de la gauche. Nous ici, eux là-bas. C'est le discours de la gauche, finalement. Je dirais le discours, ceux qui crient, qui emploient le mot d'apartheid aujourd'hui à propos du Chok Aleum, de la loi sur la nation, c'est eux qui, dans leur esprit, ont cette illusion totalement, je dirais, mensongère d'une possibilité de vivre séparés des Arabes. Nous vivons avec les Arabes. Et la vraie question, c'est savoir comment est-ce que nous allons faire pour qu'ils nous acceptent. Et c'est ça, je dirais, le problème du sionisme politique depuis 100 ans, c'est de nous faire accepter, au monde arabe qui a toujours refusé ce qui était différent de lui, que les Juifs peuvent être souverains en terre d'Israël et en ce qu'eux considèrent terre d'islam et que nous appelons la terre d'Israël, qui est la terre d'Israël. Et c'est ça le problème qui se pose dans les termes inchangés depuis 100 ans. Les Arabes ne vont pas disparaître et ils seront toujours là, mais la question c'est qu'ils doivent accepter notre souveraineté. C'est ça le vrai problème. Et Oslo n'a fait que repousser ce problème. Et de ce point de vue, Oslo, je dirais, a retardé toute paix, finalement, non seulement n'a pas avancé, mais a retardé, parce qu'il a finalement faussé le débat en nous faisant croire qu'il était possible de créer un État palestinien à l'ouest du Jourdain. Il ne peut pas y avoir un autre État que l'État d'Israël à l'ouest du Jourdain, et il ne peut pas y avoir d'autre souveraineté que la souveraineté juive. Marius, est-ce que vous pensez que les Palestiniens étaient prêts, au moment d'Oslo, ou même les années qui ont suivi, à un règlement véritable, définitif, qui accepte une présence israélienne? Est-ce qu'ils allaient vers cela, ou alors ils voulaient, on va dire, tout pour eux et rien que pour Israël? Pas de compromis. Les deux sont je me souviens d'un homme qui s'appelle Shlomo Ben-Ami, qui était ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de Barak en 2001, dans les dernières négociations, alors que déjà l'intifada avait débuté, la seconde intifada avait débuté. Il avait dit, j'ai le sentiment que les Palestiniens ne sont pas prêts au moindre compromis. Non. Est-ce que ça veut dire, pendant ces années-là, est-ce que les Palestiniens à un moment étaient prêts à un vrai règlement définitif du conflit? Écoutez, les choses sont pas noires et blanches. Oui. Les deux sont vrais. C'est-à-dire que, d'abord, il y avait une partie des Palestiniens importante, mais pas majoritaire, le Hamas, qui était ouvertement contre par principe. Et sans aucun doute, chez Arafat, il y avait une forte ambiguïté. Je veux dire, ça me rappelle de l'autre côté, entre nous sionistes avec les terroristes qu'on fait la paix. Begin oui, mais c'est avec les terroristes qu'on fait la paix s'ils acceptent de ne plus être terroristes. Dans une large mesure, ceux que je rencontrais, je me rappelle, j'avais longuement discuté avec Husseini, qui est décédé depuis. Il y avait une acceptation, ça ne les transformait pas en sionistes. C'est pas qu'ils acceptaient qu'il y a un droit. Je veux dire, ils s'étaient fait avoir par le mouvement sioniste. Ils n'allaient pas en plus le féliciter, lui donner des fleurs. Mais ils acceptaient une grande partie. À mon avis, la majorité acceptait le fait accompli. Et ils ont eu le sentiment après, à mon avis, qui est assez justifié, d'avoir été floués. Mais il y avait, d'ailleurs dans Oslo, il y a la reconnaissance par l'OLP de l'État d'Israël. On l'oublie, ça. Oui. Et il y a aussi la demande qui a été plus ou moins faite de l'abrogation dans la charte palestinienne qui a été suivie. Donc, il y avait une acceptation du fait accompli. Mais je me rappelle du côté sioniste, Ben Gurion. Ben Gurion n'a jamais renoncé à l'idée que toute la terre d'Israël appartenait au peuple d'Israël, etc. Mais pratiquement,
concrètement, il était prêt à un partage. Ceux qui étaient contre le partage, rappelons-le, en 48, c'est Menachem Begin, c'est la droite. Ceux qui étaient contre le partage en 47, c'était 47. Le monde arabe aussi. Oui, bien sûr. Le monde qui arabe. à l'époque a refusé cette occasion d'avoir un État. Bien sûr. C'est évident. Enfin, c'est bien connu. Mais du côté israélien, on l'oublie. Ouais. Si aujourd'hui les gens qui sont au pouvoir en 47 étaient au pouvoir, je ne sais pas s'il y aurait eu l'État d'Israël. Mais je suis d'accord sur un point. Ouais. C'est vrai qu'il y a une illusion de la séparation totale. C'est une illusion qu'a portée la gauche. Mais dire que ce n'est pas un État d'apartheid, ça me fait rire. Je veux dire, lorsque vous avez des gens de droite, pas comme vous peut-être, mais des gens de droite qui disent « Mais pourquoi ne pas accepter la déclaration d'indépendance comme loi fondamentale de l'État ? Pourquoi que l'État d'Israël déclare qu'il est un juif ? D'accord, c'est une évidence. Mais pourquoi ne pas dire que cet État est un État qui est basé sur l'égalité de ses citoyens. Ouais. Quand on refuse de le faire... on a remarqué, c'est pas moi qui l'ai remarqué, mais en tout cas c'est intéressant de le souligner, quand on brandit depuis l'histoire de la loi sur l'État-nation, la déclaration de l'indépendance comme si c'était, on va dire, le symbole de l'égalité, il y a 37 signataires de la déclaration de l'indépendance, il n'y en a pas un qui est druze, pas un qui est arabe, hein, c'est-à-dire ils étaient exclus de la déclaration de l'indépendance. Il y a mon oncle. Ah, il y a votre oncle, c'est déjà ça. Mais je voudrais vous poser une question, Pierre. Est-ce que finalement, l'une des suppositions les plus erronées d'Oslo, c'était de dire on va d'abord régler les petits problèmes, c'est-à-dire les problèmes sur le terrain, et les grands problèmes, ceux qui sont au cœur du conflit israélo-palestinien, on les réglera ensuite. Pourquoi je vous pose la question ? Parce que nous enregistrons cette émission alors que Donald Trump clame qu'il a rendu un fier service à l'État d'Israël en déblayant le problème en résolvant le problème de Jérusalem et en reconnaissant Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Comme il a dit, à chaque fois qu'il y avait des négociations pendant le processus d'Oslo, ça butait sur Jérusalem. Et d'une certaine manière, après sa reconnaissance, il a réglé le problème. Est-ce que c'était l'un des problèmes de base du processus d'Oslo ? Oui, je dirais que c'était un des mensonges d'Oslo, c'était de faire croire qu'on pouvait faire abstraction du refus arabe, parce que le refus arabe, il a jamais cessé. Et je suis pas d'accord pour dire que Arafat maniait l'ambiguïté, puisqu'en fait, lorsqu'il s'adressait à son peuple, il n'était pas du tout ambigu. Il a toujours dit qu'il s'inspirait de l'exemple de Mahomet, qui avait signé une trêve provisoire. Le mot paix n'existe pas en arabe dans l'acception que nous lui donnons, nous occidentaux, c'est-à-dire nous juifs, c'est-à-dire d'un état idéal et définitif. Pour eux, c'est toujours quelque chose de provisoire. La paix, c'est une houdna, c'est comme ce qu'on est en train de signer aujourd'hui avec le Hamas à Gaza. On va signer ce qu'on appelle dans un langage orwellien qui date d'Oslo. Depuis Oslo, on utilise un langage qui ne désigne pas la réalité. On va faire une asdara, on va faire un arrangement avec le Hamas. Non, il faut dire les choses par leur nom. On va faire une trêve provisoire avec le Hamas jusqu'à ce qu'ils reprennent les hostilités, c'est tout. Et Oslo, c'était une espèce de trêve, une houdna, tel qu'Arafat l'a décrit à son peuple dans son discours de la mosquée de Johannesburg. C'était une houdna parce que les Arabes étaient en situation de faiblesse. Ils ont vu une opportunité pour gagner quelque chose, Jéricho et Gaza d'abord, et ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. D'abord, on vous prend Jéricho et Gaza, et après, on va vous prendre le reste. Et nous, dirigés par des pantins complètement, je dirais, des idéologues comme Yossi Bellin et compagnie, on a accepté, je dirais, ce terrible engrenage. On a mis le doigt dans l'engrenage en espérant que tout allait bien se passer, ce qui était vraiment stupide. Et on a payé très cher. Et jusqu'à aujourd'hui, finalement, on n'a pas encore totalement, je dirais, aboli cette logique meurtrière d'Oslo. On n'a pas dit une fois pour toutes, il n'y a pas de possibilité d'un État palestinien à l'ouest du Jourdain. C'est nous qui devons assumer la souveraineté. Et c'est ça qu'un gouvernement israélien devrait dire. Avec tout ce que cela implique, c'est-à-dire un État binational dans lequel il faudra accorder aux Palestiniens, d'après les lois de la démocratie, les mêmes droits qu'aux Juifs et oui, un État qui comme Israël le fait aujourd'hui. Quitte à perdre peut-être le caractère juif de l'État d'Israël. Non, c'est le fantasme de la démographie arabe galopante qui a été agitée à l'époque d'Oslo. Aujourd'hui, on sait très bien que la démographie juive est beaucoup plus forte et la démographie arabe, elle est en baisse, la natalité arabe. Et je dirais, il n'y a pas de danger démographique. C'est encore un des épouvantails qu'on a accepté à l'époque pour effrayer le peuple d'Israël, pour lui faire accepter ces accords d'Oslo. On est capable d'assumer la souveraineté juive entre le Jourdain et la mer. C'est la seule solution. Et ça ne pose pas de problème stratégique
soit pas résoluble. Marius, vous croyez qu'il y a encore une solution dans le conflit israélo-palestinien, qu'il y a une solution réaliste? Le fait qu'aujourd'hui il y ait si peu d'Israéliens, alors qu'ils étaient nombreux, une majorité au moment du processus d'Oslo, qu'il y ait aujourd'hui si peu d'Israéliens qui soient prêts qui soient prêts à croire qu'il y a une possibilité d'un règlement dans les 10 prochaines années ou dans l'actuelle génération, c'est-à-dire comment vous l'analysez? Est-ce que, à votre avis, il y a une possibilité quelconque de règlement entre Israéliens et Palestiniens? Est-ce que, par exemple, je donne un exemple, est-ce qu'un retrait israélien, on va dire, territorial de l'ensemble des territoires, y compris même de toutes les implantations et même d'une partie de Jérusalem, est-ce que ça réglera une fois pour toutes le problème, à votre avis? Ça réglerait pas le problème complètement, mais je crois que ça serait... oui, je crois que ça résoudrait dans une large mesure. Mais je voudrais rebondir sur quelque chose sur le langage. Vous avez tout à fait raison, je parle de mon interlocuteur, de dire qu'il y a un langage orwellien en ce qui concerne le Hasdara, etc. Je ferai remarquer que ceux qui utilisent ce langage orwellien, c'est pas la gauche, c'est Netanyahou. C'est un gouvernement de droite, c'est un gouvernement avec Lieberman. Je veux dire, donc et ce qui me frappe aussi dans votre langage, et ce qui m'afflige aussi, c'est que vous avez un langage de guerre civile. Moi, je ne traite pas les gens avec lesquels je ne suis pas d'accord de pantins. Ah oui, vous avez dit tout à l'heure que les habitants des implantations étaient pas mal cinglés. Bon, mais enfin. Non, mais je me suis excusé de cette truc. Non, mais je veux dire, il y a aussi de part et d'autre, on va dire. Oui, mais c'est un langage. Je veux dire, non, c'est pas un langage qui est neutre. C'est vrai qu'à l'époque, une grande partie de la population israélienne était contre Oslo, mais les accords avaient été votés. Je me rappelle même que le Chasse, au début, n'était pas contre. Abstenu. Donc, c'était abstenu, ce qui avait énormément de poids à l'époque. Donc, je veux dire, ce qui est évident, c'est qu'il y a une fracture, il y a une cassure de la société israélienne, et Oslo, peut-être l'a exagéré, l'a renforcé, peut-être pas, mais cette cassure, elle est après 67, elle persiste, et elle va persister, et elle va durer, et elle est inquiétante pour l'avenir de ce pays. Ça veut dire qu'il y a une cassure, et tant qu'il y aura une cassure dans la société israélienne, il n'y aura pas de possibilité de règlement avec les Palestiniens? Je ne dis pas ça. Je dis pas ça. Je constate. De règlement, je ne peux pas parler de règlement que je ne vois pas pour le moment. Il y a pas de. Il faut être naïf. Je veux dire, je vois pas un gouvernement israélien se retirer des implantations de Cisjordanie, retirer ce que vous appelez pas des colons, moi je les appelle des implants, de cette façon. Mais l'autre versant, c'est la situation qui continue avec des gens qui parlent. On va vivre ensemble dans un État juif et on n'est même pas prêt à reconnaître à ces gens-là le droit d'être égaux. Pierre, vous disiez tout à l'heure que les Palestiniens sont là pour rester. Est-ce qu'il y a une possibilité de vivre ensemble? C'est-à-dire, au-delà de la politique, de la diplomatie, d'accords, des conventions, etc. Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité de vivre ensemble sur le terrain? Parce que parfois, on cite certains exemples de coexistence pacifique dans certaines régions. Je pense en particulier au Gush Etzion, où il y a une population, on va dire, plus modérée, où juifs et arabes ont trouvé des moyens de travailler ensemble, par exemple, dans la lutte contre les accidents de la route. Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité de règlement, de coexistence, on va dire, plus pacifique entre les deux populations? Oui, tout à fait. Je pense que le modèle de la coexistence judéo-arabe en Israël, en Eretz Israël, c'est celui qui existe encore aujourd'hui en Yehuda Veshomron, en Judée-Samarie, et qui existait aussi à l'époque dans le Gush Katif. Et curieusement, je dirais, on en a parlé tout à l'heure, l'illusion de la séparation, c'est toujours la gauche qui l'avance. Et nous prétendons qu'on peut coexister avec les Arabes sur cette terre, à condition que c'est nous qui ayons la souveraineté. Et quelque part, le rêve d'Oslo, ce rêve, cette illusion mortelle, c'était le rêve de renoncer au cœur de notre patrimoine pour ne pas être juif, pour être tout sauf des juifs. Et c'est pour ça qu'on voulait se retirer de toutes les villes juives, Hebron, Shrem, tout ce qui avait une signification pour nous en tant que juifs. Et on pensait qu'on pouvait être un tout petit État sur le bord de la Méditerranée. Et dans ce cas-là, on acceptait, finalement, on portait sur nous le regard de nos ennemis, c'est-à-dire celui d'envahisseurs. Nous ne sommes pas des envahisseurs sur cette terre, nous sommes chez nous, nous sommes retournés chez nous. Et c'est comme ça qu'on parviendra un jour à vivre en paix avec nos voisins. La première condition, c'est déjà d'accepter nous-mêmes que nous sommes ici chez nous. Vous pensez que c'est possible, c'est un schéma possible, cette coexistence sur le terrain, peut-être pas en attendant d'avoir des droits nationaux?
s'il y a un changement radical d'attitude, ce qui me frappe, c'est que les mêmes personnes, en particulier des habitants juifs de Cisjordanie, des colons, qui parlent de la coexistence, je les ai jamais entendus. Il y en a très peu, très peu, qui vont se battre pour des questions concrètes, pour de droits humains des Palestiniens. Et par le Gush Katif, je me rappelle très bien, oui, les gens, quand il y a eu cette évacuation très triste d'ailleurs du Gush Katif, les gens parlaient de l'âge d'or. Qu'est-ce que c'était l'âge d'or? C'est que eux, ils avaient les terres et les Palestiniens travaillaient sur ces terres. J'ai quand même le sentiment... C'était les bonnes, c'était comme... C'était les souvenirs d'Algérie. C'est peut-être pas tout à fait objectif, mais le sentiment, pour avoir parlé avec un ami qui était dans le Gush Katif et qui est en contact avec son ancien employé de Gaza, que certains à Gaza regrettent cette époque. Oui, vous pouvez le comprendre. Bien sûr, ils regrettent la présence juive. Aujourd'hui, ils ont le Hamas, évidemment. Oui. Le choix, c'est entre Karim et Silla. Ouais. Eh bien, voilà, merci beaucoup Maurice Schattner, merci beaucoup Pierre Lurçat de nous avoir montré que la problématique d'Oslo et de nous avoir montré le débat, une image de ce débat qui anime toujours la société israélienne, de ce fossé qui sépare, les positionnements de la gauche et de la droite idéologique, même si l'idéologie a quelque peu battu de l'aile ces 25 dernières années. On parle beaucoup moins d'idéologie en tant que telle, mais effectivement aujourd'hui ce débat idéologique il existe toujours dans la société israélienne. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir accepté de revenir sur ces 25 années de processus d'Oslo et bonne journée. Shalom. Shalom.